c'est bien de terminer avec un point presse, parce que la presse va permettre de faire des relais, donc la nécessité de donner des informations, de partager bien sûr de la joie et d'être au plus précis sur les intentions, les grands rendez-vous autour de la petite enfance. C'est pour ça que je vais demander à Gabriela Ramos, à Daniel Lenoir de revenir sur scène. Nathalie, vous restez là aussi, peut-être avec Gilles, et peut-être effectivement des éléments concrets à partager maintenant, et puis des réponses aux questions s'il y en a. Alors, en guise d'introduction au point presse, voilà, je fais une introduction rapide. Que sont les grands rendez-vous de la petite enfance ? Alors, par leurs actions, les grands rendez-vous de la petite enfance fédèrent, vous l'avez compris, sur le plan national, les grands acteurs, rendent accessibles et mettent en commun les dernières connaissances sur le jeune enfant, qu'elles soient pédagogiques ou scientifiques, partagent entre professionnels les pratiques de qualité et les initiatives remarquables, et proposent 2 grands temps forts dans l'année, que sont les Giraffe Awards aujourd'hui, et la grande semaine de la petite enfance, qui concerne potentiellement les 500 000 professionnels en France. Voilà. Pourquoi nous avons imaginé ce dispositif des grands rendez-vous de la petite enfance en équipe ? Premièrement, pour lutter contre l'exclusion. Tous les enfants sont traités et doivent être traités à égalité. Garantir une haute qualité pédagogique aux établissements qui suivent les recommandations et les préconisations. Fédérer les équipes autour de projets positifs. Impliquer tous les parents et les encourager à accompagner très tôt, le plus tôt possible, le développement de leurs enfants. Et enfin, mettre en lumière les métiers de la petite enfance pour essayer de susciter des vocations. Merci. Je vais partager avec vous en première place, bien sûr, de me féliciter d'être ici avec des idées pour Gandhi, aussi le CNAF, avec l'ambassadeur et avec Tubus qui ont participé dans cet événement, que c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais je vais profiter de ce moment pour partager quelques notions qu'on a introduites à cet domaine et pour vous partager aussi qu'on est en train de travailler plus intensément sur la question de la petite enfance et de la pédagogie et de toute cette belle pratique, ou de meilleures pratiques autour de les 34 pays de l'OCDE pour apprendre comment est-ce qu'on peut gérer mieux l'éducation avant l'éducation formelle. Et je veux dire quelque chose qui nous étonne parce que c'est vrai que la France est forte sur ce domaine. Quand on fait la comparaison de la couverture des enfants, quand on regarde que ce sont 2 enfants sur 3 qui sont dans les crèches ou dans toutes les institutions pour accueillir les petites enfants avant la scolarité, la France est forte. La France a aussi au niveau des dépenses sur ce domaine de scolarité haute en comparaison de la OCDE. C'est en moyenne 1,2 de PIB en comparaison de 0,8% du reste de l'OCDE. Et comme on a dit avant, l'intérêt de l'OCDE de se mettre un peu plus fort sur ce domaine, c'est parce qu'on a des informations et des analyses qui confirment qu'à ce niveau-là, l'éducation, ce qu'on peut faire aux enfants, surtout les enfants défavorisés, ça revient vraiment important pour réduire les inégalités, mais aussi ça devient vraiment important pour la scolarisation et l'apprentissage postérieur. Et c'est vrai aussi que si on commence avec les petits enfants et on les donne les outils, les éléments pour gérer leur apprentissage, pour gérer les émotions, comme on a vu, pour comprendre les propres, comment est-ce qu'on dit, strength, leur propre force, et aussi de vivre dans la communauté, dans les groupes, tout ce type d'apprentissage qu'on a à ce niveau-là, ça nous donne un résultat très positif au niveau d'apprentissage postérieur et aussi au niveau de gérer sa propre vie et la participation au marché laboral. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment essayer d'avoir un peu plus d'informations qu'on a.
Vous savez que nous sommes la maison qui gère les programmes PISA, qui fait, et ça arrive toujours, les mobiles commencent à appeler quand on parle en public, c'est ça comme ça, la vie. Et le programme PISA qui fait vraiment la comparaison internationale de l'apprentissage des étudiants qui ont 15 ans. On est vraiment dans la connaissance de quels sont les systèmes qui réussissent à avoir les enfants meilleurs préparés pour confronter les défis de la vie. Et c'est ça qu'on fait maintenant, avec une enquête de comment est-ce que les pays gèrent les systèmes de scolarisation des petits enfants et tous les systèmes pour accueillir ce niveau d'apprentissage. Et tu sais qu'il faut rappeler et renforcer après de ce qu'on comprend qui passe à la OCDE et à les autres pays. On est vraiment, on salue les efforts aussi qui sont faits dans le gouvernement français. On sait qu'il y a la loi de la programmation pour la refondation de l'école de juillet 2013 qui atteint les possibilités d'accueil maternel des enfants de moins de 300. En priorité dans les territoires défavorisés, ça c'est vraiment important. Je veux dire que dans tous les pays de la OCDE, l'inégalité de revenus a augmenté vraiment d'une manière peu acceptable dans tous les pays. La France, c'est pas mal, elle n'a pas montré les mêmes tendances. Mais existe aussi un programme ambitieux de création de beaucoup de places supplémentaires dans les structures d'accueil des enfants. Et je dis aussi la dépense en la France est plus élevée. Et aussi, on voit, et vous avez montré aussi que les personnels qui est dédié dans cette activité ont des diplômes plus supérieurs que dans les autres pays OCDE. Ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est lié à cet effort de décider pour grandir, de valoriser ces métiers, de dire oui, c'est vraiment important d'avoir les personnes les mieux préparées et de les soutenir et les apporter toutes les connaissances, mais aussi tous les systèmes d'appui pour assurer que leur métier est réussi et pour améliorer la situation des enfants. D'un autre côté, il y a la question de la qualité. Et quand Elsa, qui est là, la conseillère de l'ESG qui a préparé ça, et je dois aussi mentionner Arnaud Engel et Étienne Albisset, je ne sais pas s'ils sont avec nous, parce qu'ils sont ceux qui connaissent le métier, comme vous voyez. Toutes les questions pour eux, tous les applaudissements pour moi. Non, c'est une blague. Non, la question c'est que quand Elsa m'a demandé, j'ai demandé à Elsa, qu'est-ce qu'on dit sur la qualité ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur la qualité? Qu'est-ce qu'on connaît sur la qualité? Bien sûr, il y a beaucoup d'expériences, bien sûr, il y a beaucoup d'anecdotes, bien sûr, on connaît bien ce qui se passe dans des autres pays parce que c'est un sujet dans lequel on a travaillé beaucoup. Il y a beaucoup des analyses qui ont fait, la comparaison. Mais c'est vrai que c'est plus difficile d'identifier ou de faire une comparaison, une standardisation comme on l'a fait pour savoir qu'est-ce que les enfants de 15 ans sachent faire quand ils sortent de l'école primaire. Et c'est ça qu'on va essayer de renforcer. Et ce type d'initiative nous tombe très bien pour nous donner d'inspiration, mais aussi pour nous dire que c'est une bonne décision de dédier plus de ressources et d'essayer d'avoir plus d'informations pour connaître quels sont les systèmes qui nous donnent des meilleurs résultats. Et c'est ça notre promesse. On a fait cette petite notule, que c'est vraiment de la formation qu'on a. On a les experts ici, qui sont ceux qui connaissent bien comment ça marche en France et ailleurs. Mais on a aussi la promesse et j'espère le soutien de l'ambassadeur et aussi du gouvernement français pour continuer à savoir mieux comment est-ce qu'on gère ce niveau d'éducation et comment est-ce qu'on peut améliorer les résultats en faveur de l'enfance, mais aussi en faveur d'un monde plus pacifique et plus acceptable que ce qu'on a aujourd'hui. Merci. Bonjour, Guillaume Hulman pour TDGA. Est-ce que vous pourriez nous parler des programmes d'accompagnement à la parentalité mis en place, donc, que la CNAF en tout cas souhaite mettre en place à l'avenir?
Donc la question s'adresse à moi. Si je... Ouais, merci. Voilà. Non, mais je voulais d'abord dire les propos généraux que j'avais prévu de dire. Je suis un peu surpris. C'est la première fois que je fais un point presse devant autant de journalistes. Voilà. Alors, je vais redire quelques éléments que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est important de le rappeler. Les caisses d'allocation familiale, elles sont surtout connues pour le versement des prestations familiales, alors les allocations familiales, mais aussi les prestations d'accueil du jeune enfant qui contribuent à l'accueil du jeune enfant. Une part importante aussi de notre effort financier est fait justement pour développer l'offre d'accueil du jeune enfant. C'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Et je voudrais rappeler les objectifs politiques. Ça va me permettre d'ailleurs de parler d'un des points que j'ai évoqué tout à l'heure. Bon, évidemment, c'est d'abord d'accueillir les enfants, c'est-à-dire d'avoir une capacité d'accueil. On a, je l'ai indiqué tout à l'heure, on a une hétérogénéité extrêmement forte. En moyenne, la capacité d'accueil en moyenne nationale est de 54 places pour enfants de 0 à 3 ans. Ça fait partie des comparaisons internationales qu'on va essayer de consolider avec l'OCDE. Mais en fait, ça varie de 1 à 10 selon les départements français. Autant dire qu'il y a des endroits où on a une capacité qui est largement suffisante pour accueillir tous ceux qui souhaitent placer leur enfant. Mais il y a aussi beaucoup de départements. L'un d'entre eux est pas très loin d'ici, c'est la Seine-Saint-Denis, où on est à 25%, 25%, ce qui veut dire que clairement la capacité d'accueil n'est pas suffisante pour tous les enfants. L'un des objectifs aussi de la politique familiale, c'est la conciliation de la vie familiale et vie professionnelle. L'accueil du jeune enfant y contribue. Nous avons le privilège, je crois que c'est vraiment une réussite française. Je pense que Gabriella ne me contredira pas d'avoir à la fois un des taux d'activité féminin les plus élevés d'Europe et en même temps, chacun sait, un des taux de fécondité aussi l'un des plus élevés d'Europe et qui se maintient puisqu'on est à 2 enfants en moyenne par femme. Je l'ai indiqué, il y a un troisième objectif dont on ne parle pas assez, qui est celui de lutte contre les inégalités. Et je pense que les événements dramatiques de la semaine dernière nous ont rappelé, ça a été dit d'ailleurs, je crois, par le président de la République hier, à quel point les inégalités sont aussi des déchirures dans le tissu social et dans lesquelles peuvent se développer des tas de choses qui sont sources de violence. Et on a organisé, je crois que c'était le 12 septembre, à l'Assemblée nationale, un colloque avec le choix des pas indifférents, avec 2 think tanks, comme on dit dans la langue internationale maintenant, qui sont l'Institut Montaigne et Terra Nova. Vous voyez que ça couvre une palette assez large des sensibilités politiques en France, ce qui montre que sur ce sujet, il peut y avoir un grand consensus. Et on a mis en valeur, alors c'est là en revanche sur ce sujet, la France a encore beaucoup de progrès à faire. Les Américains, pour pas les nommer, ou même les Nord-Américains en général, je pense que c'est plus aux États-Unis et au Canada. Je ne sais pas ce qu'il en est au Mexique, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais on fait des évaluations sur la longue durée qui montrent que la qualité de l'accueil de la petite enfance est un facteur essentiel de lutte contre les inégalités et que notamment l'acquisition précoce du langage, mais aussi la socialisation sont des éléments importants qui permettent d'éviter que les jeunes, quand ils deviennent adultes, se retrouvent au chômage et délinquants, en prison, à tel point d'ailleurs que, en plagiant Victor Hugo, un des participants a dit une crèche qui s'ouvre, c'est une prison qui ferme. Alors c'est probablement un peu excessif. Je crois que Victor Hugo avait dû dire une école qui ouvre, c'est une prison qui ferme. Je crois que c'est vraiment un point important et de développer. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur ce point tout à l'heure. Les méthodes d'acquisition des savoirs, des perceptions sensuelles, etc., ça se développe grâce à vous dès la petite enfance, grâce à vous les journalistes qui sont tous là devant moi, et puis les quelques-uns qui sont des journalistes qui vont écrire sur ce qu'on est en train de dire. J'ai rien d'autre à dire. C'est très important. Alors, il y a eu des débats et c'était intéressant cet après-midi de voir la diversité. Il y a des débats sur les méthodes, mais il y a un consensus absolu de tous les professionnels de la petite enfance sur cet aspect-là.
Et c'est l'occasion de le rappeler. Je crois que l'ambassadeur, ça m'a fait plaisir, parce qu'on ne s'était pas concerté avant sur ce qu'on allait dire, mais qui représente le gouvernement auprès de l'OCDE, le disait lui-même. C'est-à-dire que c'est vraiment très important. En fait, si tu veux la paix, éduque les enfants. Et puis alors, c'est le dernier point de deux objectifs, c'est l'aide à la parentalité. Alors, je ne sais pas où il est, le journaliste qui m'a posé la question, mais il n'y avait pas, voilà. Sur l'aide à la parentalité, nous avons des dispositifs qui se développent dans le cadre des structures d'accueil, mais nous avons aussi de multiples dispositifs qui vont de la médiation pour aider en cas de... C'est une situation qui se développe et qui est importante en cas de séparation. Nous allons expérimenter aussi dans le cadre d'une nouvelle prestation qui est actuellement expérimentée dans 20 départements, qui est la garantie des impayés de pension alimentaire, qui permet de garantir une pension alimentaire minimale, de recourir auprès des débiteurs défaillants, des débiteurs de pension alimentaire défaillants, mais aussi d'aider à ce que les suites de la séparation se passent le mieux possible. Nous allons expérimenter, alors en s'inspirant d'ailleurs de ce qu'ont fait les Québécois, puisqu'il y a eu un voyage d'études au Québec, des dispositifs de coparentalité, de façon à ce qu'on aide les parents séparés à exercer ensemble leur fonction de parents. Nous avons aussi des réseaux d'écoute et d'appui à la parentalité. Il y a une diversité, je ne vais pas le développer là, il y a une diversité de dispositifs. Aujourd'hui, et je vais y revenir à propos de l'accueil de la petite enfance, on n'a pas, je ne devrais pas le dire trop fort parce qu'il n'y a pas de représentant du ministère des Finances, j'espère, ici. On n'a pas de problème, on n'a pas de souci. On n'a pas de problème aujourd'hui pour financer ces structures. C'est plus une question de développement de l'offre. C'est-à-dire que les structures d'accueil qui sont portées par vos structures peuvent tout à fait développer parallèlement à l'activité des activités d'aide à la parentalité. Alors après, pour rentrer sur des activités multiples, il y a des méthodes qui sont développées, mais les CAF dans chaque département sont là pour vous aider à le faire. Voilà. Alors c'est ce que j'avais prévu de dire aussi, c'est de vous dire quelques mots sur mais je l'ai déjà un peu dit, sur le développement des structures d'accueil. Alors, je vais surtout parler du développement des structures d'accueil collectif. Nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, alors on a un objectif en fait de 275 000 ouvertures de places pour la petite enfance sur ce qu'on appelle dans le jargon la durée de la COG, c'est-à-dire 2013-2017. 100 000 en accueil collectif, EAJE, pour parler le jargon d'aujourd'hui, 100 000 en accueil individuel, donc, et puis 75 000, il ne faut pas l'oublier, dans des classes passerelles, dans des classes qui accueillent des moins de 3 ans et qui sont en train de se développer. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que sur l'accueil collectif, on a eu un retard en début de convention d'objectifs et de gestion, or qui est lié à des facteurs conjoncturels en grande partie, mais on est persuadé aussi qu'il faut relancer la mobilisation pour créer des places de crèche. Alors ça passe par un certain nombre de dispositifs. J'en ai indiqué un tout à l'heure, un peu rapidement, je vais le développer. C'est que dans chaque département, alors on a expérimenté dans 17 départements, on va élaborer des schémas départementaux de la petite enfance et des services aux familles, qui incluent la parentalité, justement. Et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ces dispositifs d'aide à la parentalité s'inscriront dans les schémas départementaux d'accueil de la petite enfance. La ministre, la secrétaire d'État Laurence Rossignol, qui intervenait comme moi au congrès de l'AMF, a annoncé que le gouvernement allait demander au préfet de généraliser les commissions départementales. Alors ça concerne principalement les gestionnaires de structures ou les fédérations qui sont représentées ici. J'en ai vu quelques-unes. De généraliser ces schémas, ces commissions qui permettent d'élaborer ces schémas départementaux. C'est très important. Ça peut paraître très technocratique pour vous qui êtes sur le terrain, mais c'est très important parce que c'est ce qui va nous permettre de bonifier les aides dans les zones sous-équipées. La deuxième, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est qu'on va augmenter l'aide à l'investissement. Je voudrais
aussi indiqué, mais évidemment j'ai perdu mes notes, enfin peu importe, donc c'est principalement ça. Si on va aussi faire, c'est important, on va faire un bilan, puisque le principal dispositif pour la collective c'est la prestation de services unifiés, on va faire un bilan d'ici la fin de l'année de la PSU et en même temps une étude économique, parce qu'on est quand même assez, je suis désolé de parler d'économie, science lugubre comme disait l'économiste Keynes, mais on a aussi constaté que les coûts de gestion étaient variés de 1 à 2 et donc ça nous pose un certain nombre de questions. Et puis dernier point, et ça rejoint ce que disait Gabriela, nous avons, et c'est pour ça qu'on a bien des données là-dessus, on a un observatoire de la petite enfance et dont on espère, alors on est en train de discuter là-dessus, pouvoir élargir, participer aux initiatives que veut lancer l'OCDE sur le sujet, de façon à ce que notre capacité d'observation, on puisse le comparer avec d'autres pays et avoir des éléments plus objectifs pour s'enrichir du dialogue entre les uns et les autres. Je pense que la France n'a pas à rougir de sa politique petite enfance, mais il y a aussi beaucoup de points sur lesquels on peut l'améliorer. Et c'est pour ça que c'était particulièrement important qu'on soit ensemble cet après-midi. Voilà. Merci.